À quelques jours du premier tour des élections présidentielles, les Français voient leur pouvoir d'achat comme une de leurs préoccupations majeures. Plus de 4 Français sur 5 ressentent une dégradation de leur capacité d'achat de biens et services et nous sommes nombreux à connaître des fins de mois difficiles ou à restreindre fortement nos dépenses quand nous faisons nos courses. Et si certains candidats présentent des batteries de mesures plus ou moins crédibles pour revaloriser notre pouvoir d'achat, d'autres n'hésitent pas à nous conseiller de nous serrer la ceinture. Que peut faire la politique pour notre pouvoir d'achat? C'est tout de suite dans l'œil du fil. Les travailleurs et travailleuses dont vous parliez auront une augmentation de leur CSG, mais elle sera plus faible que la baisse des cotisations. Ce qui fait qu'avec cette proposition, tous les travailleurs de France auront un gain de pouvoir d'achat. Un couple qui travaille au SMIC, il aura une augmentation de pouvoir d'achat, la baisse compensée par la petite hausse de CSG, de 500 € par an. Tous. Par contre, qui aura une contribution nette? Les retraités les plus aisés et les revenus du capital. Je vais augmenter le SMIC. Il faut bien qu'ils arrivent à équilibrer les comptes, du moins dans la période où on va monter en puissance. C'est la raison pour laquelle je baisse l'impôt sur les sociétés. Mais en même temps, sur les très grandes sociétés, je taxe leur spéculation financière quand elles spéculent avec leur trésorerie. Ça rapporte 5 milliards. Je taxe d'une manière différente les productions. Ça a une grande importance. Vous proposez une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. 10% pour tout le monde. Pour tout le monde. À la différence de Marine Le Pen. Plafonner les droits de succession. Je supprime les droits de succession jusqu'à 500 000 € par enfant. C'est une révolution. Ouais. Je veux que la TVA, c'est ça. Mais comment est-ce que vous financez tout ça? Je veux récompenser le travail. Je vais même plus loin. J'augmente les pensions de retraite toutes de 100 € pour les 6 millions de petits retraités qui ont peu pour vivre. Mais je prends l'argent où il est. L'engagement que j'ai pris, c'est quoi? C'est que de mettre en œuvre le revenu universel. Une première étape que je voulais consacrer aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont éligibles au RSA, pour lesquels je revaloriserai de 10% l'allocation, elle sera portée à 600 €, et que je rendrai automatique. Et ainsi, on rémunérera un tiers des Français les plus pauvres qui ne bénéficient pas du RSA. En plus de la prime de pouvoir d'achat d'environ 80 € par mois pour les travailleurs et les retraités qui touchent moins de 1500 € par mois, je défiscaliserai les heures supplémentaires pour redonner à ceux qui travaillent plus le bénéfice de leur labeur, qu'ils puissent gagner plus. Par ailleurs, grâce à la politique économique que je mènerai, les salariés français seront plus compétitifs sans avoir à faire des sacrifices supplémentaires, ce qui incitera les employeurs à mieux les rémunérer. Enfin, je veillerai à payer correctement les fonctionnaires, alors que le point d'indice est depuis trop longtemps gelé ou à peine augmenté, ce qui a fait diminuer leur pouvoir d'achat de façon profondément injuste. Nous réduirons le nombre des emplois publics, grâce en particulier au retour des 39 heures. Nous réduirons les charges des entreprises en finançant cet effort par une augmentation de 2 points de la TVA. Il faut y aller fort, il faut y aller très fort. Si certains candidats aux revenus pourtant conséquents se plaignent de ne pas réussir à mettre de l'argent de côté, les Français ordinaires, qu'ils aient un emploi, qu'ils soient retraités, étudiants ou bien sûr qu'ils soient en recherche d'emploi, connaissent depuis longtemps les fins de mois difficiles. Et si, comme le dit le proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur, il est cependant difficile de mener une vie épanouie quand, une fois payé le loyer et les factures, on est obligé d'établir un budget serré, que l'on se retrouve à acheter de la mauvaise nourriture pour économiser quelques euros, ou quand on se demande régulièrement si le distributeur bancaire va accepter notre carte bleue, ou si chaque retrait ne sera pas à l'origine d'agios supplémentaires à verser à la banque alors qu'on ne peut déjà pas se le permettre. Cette réalité, il serait logique que les politiques de tous bords s'en préoccupent et cherchent à l'améliorer, ne serait-ce que pour s'assurer de nos votes. Et au-delà de la seule satisfaction des besoins de chacun, l'augmentation du pouvoir d'achat semble avoir un intérêt évident pour l'économie et pour la société tout entière. Plus de pouvoir d'achat, c'est plus de consommation possible et donc plus d'activités pour les entreprises, les commerçants et les artisans. Et au final, plus d'embauches, la possibilité de mieux rémunérer les salariés et donc plus de pouvoir d'achat. Un cercle vertueux qui n'induit pas forcément un consumérisme effréné puisqu'il permet au contraire d'acheter des produits de meilleure qualité, meilleurs pour la santé, à l'empreinte écologique plus faible ou produits chez nous et dans de meilleures conditions.
Mais pour voir cette évidence, encore faut-il ne pas s'enfermer dans une vision du monde uniquement comptable, envisageant uniquement nos salaires et autres revenus comme des coûts à court terme, sans voir toutes leurs retombées bénéfiques. Cet aveuglement a malheureusement conditionné beaucoup de politiques économiques ces dernières années, avec pour conséquence de dégrader nos vies et de contracter l'économie. Si les erreurs commencent à se voir, on entend toujours des experts médiatiques faire l'apologie de la réduction des coûts et décourager le soutien à la consommation, parfois contre toute logique. Relancer la demande dans un pays qui ne produit plus assez pour la satisfaire, c'est mécaniquement faire progresser les importations. Are you crazy? Is that your problem? Mais pour peu que l'on ait à cœur l'intérêt des Français, les moyens d'action ne manquent pas. Il faut dire que la thématique du pouvoir d'achat en croise plusieurs autres, comme les salaires, l'emploi, la retraite, l'accès aux aides sociales ou encore la politique fiscale. Sur ce dernier aspect notamment, si plusieurs gouvernements qui se sont succédés se sont érigés en champions de la baisse d'impôts, cela a rarement été au bénéfice du plus grand nombre. Si l'on parle des personnes, les baisses d'impôts sur le revenu ont surtout profité aux plus aisés. Mais dans le même temps, les taxes sur la consommation pénalisait toujours plus les gens ordinaires, que ce soit sur les carburants, sur le tabac ou tout simplement sur l'ensemble des produits courants avec la TVA. La TVA paraît être un impôt qui pèse de la même façon sur toutes les catégories sociales, puisqu'elle ne pèse pas sur le revenu, mais sur la consommation. On sait que plus le revenu est faible, moins on peut épargner, et donc plus on consacre une part importante de son revenu à la consommation. Donc les catégories sociales les plus modestes, en proportion de leurs revenus, consomment plus que les catégories aisées qui, elles, épargnent plus. Et si l'on parle des impôts sur les entreprises, les mesures coûteuses comme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ont principalement profité aux grosses firmes sans contrepartie réelle de création d'emplois. Et il aurait sans doute été plus pertinent de chercher à favoriser des PME ne demandant qu'à avoir la possibilité d'embaucher. Ainsi, l'immense majorité des réductions fiscales annoncées en grande pompe ces dernières années, en plus de creuser la dette du pays, semblent n'avoir guère profité au portefeuille de ceux qui en auraient eu le plus besoin. Dude, does it just suck being you? Dans le même temps, l'idéologie de la réduction des coûts à n'importe quel prix a empêché de donner un réel coup de pouce au SMIC, ce qui aurait eu pour effet de monter le niveau général des salaires et peut-être d'endiguer certains effets de la crise. Quant aux retraites, le recul progressif de l'âge légal et du nombre d'années de cotisation nécessaires pour un taux plein aura eu pour effet d'en limiter le niveau, notamment pour les personnes ayant connu des périodes de chômage. Or, pour rappel, le minimum vieillesse aujourd'hui se situe à 800 € par mois, en dessous donc du seuil de pauvreté. Et d'un autre côté, ce recul de l'âge de la retraite aura renforcé la compétition pour les personnes entrant sur le marché du travail, contraignant nombre d'entre elles à avoir recours à des aides sociales dont de nombreux discours cherchent à nous faire croire qu'elles seraient l'objet d'abus, alors même que nombre de personnes qui y auraient droit ne les demandent pas, faute d'informations suffisantes sur leurs droits. Le niveau des pensions baisse. Et comment ne peut-il pas baisser dans la mesure où il est très difficile en période de chômage de satisfaire à cette exigence de travailler plus longtemps, ce qui est une absurdité totale. Vouloir faire travailler les personnes de plus en plus tard, de plus en plus longtemps, alors qu'on est dans un contexte de chômage et alors que celui des jeunes, le chômage des jeunes, a atteint des proportions gigantesques puisque le taux de chômage des jeunes qui sont en situation d'être demandeurs d'emploi est de 1/4, c'est-à-dire de 24 à 25%. Au final, on se rend donc compte que l'impression générale de baisse du pouvoir d'achat découle en grande partie de choix ayant été faits au sommet de l'État. Ces choix, d'aucuns tenteront de les expliquer par les nécessités liées à la crise. Une explication qui ne semble pas totalement satisfaisante dans la mesure où, dans le même temps, la richesse produite par le pays et par les gens qui y travaillent a atteint des niveaux plus élevés que jamais auparavant. Vous avez des dépenses de consommation qui tombent chaque mois et vous pouvez considérer à bon droit en fait que ces dépenses, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, vous ne pouvez pas les éviter en quelque sorte, en tout cas à court terme. Eh bien, ce qu'on observe sur très longue période, c'est que la part des dépenses préengagées dans le budget de consommation des ménages a doublé en l'espace de 50 ans. Donc, on peut très bien se retrouver dans une situation où, en moyenne, sur longue période, le pouvoir d'achat des ménages progresse, mais où le ressenti de la population peut être un peu différent, parce que vous et moi avons le sentiment que certaines dépenses de consommation nous sont un petit peu imposées par, disons, notre mode de vivre dans la société.
Si 80% des Français ont aujourd'hui l'impression de gagner moins qu'avant, alors même que le pays gagne plus, c'est bien qu'il y a un problème et que quelques-uns ont exagérément profité de la situation. Au vu de cette réalité, il est sans doute possible d'inverser la tendance et de faire passer l'intérêt des gens ordinaires en premier. Peut-être est-ce là, pour conclure, l'un des enjeux majeurs de cette élection et plus généralement des années à venir. Ouais, ça va ? Ouais. Bah, à part que j'ai vu personne depuis 10 jours, ça va. Non, bah, je commence vaguement à me faire chier, quoi. Bon, bah, c'est cool. Bah, c'est hyper gentil de ta part, en tout cas. Bah, tout de suite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain dans L'Œil du Fil, l'émission qui regarde plus loin que la présidentielle.